Super. Eh bien, bienvenue, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de l'Éclosion Academy. Donc aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Rachid Santaki, un invité très spécial pour nous. Donc Rachid, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, on est vraiment ravis. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter à nos jeunes et nous dire un peu plus ton parcours et ce qui t'a motivé à te lancer dans la lecture, l'écriture et tous tes projets, tout simplement. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. L'idée effectivement de ce webinaire, c'est de partager mon expérience et assez large par rapport à l'écriture. Alors aujourd'hui, je suis identifié comme étant Monsieur Dicté, de par les dictées que j'ai pu organiser. Je crois que je suis à plus de 500 dictées à ce jour, dans différents espaces et justement dans le cadre des championnats de lecture et différentes disciplines organisées par justement Kamel et Nadia. J'avais eu le plaisir d'animer une dictée. Mais surtout, avant tout cela, je suis d'abord romancier. J'ai écrit des romans. J'ai dû écrire une quinzaine de romans. Je cherchais à vous, j'en ai sous la main là. Par exemple, j'ai un ouvrage que j'ai fait sur le bout de champion de la dictée géante qui propose des exercices autour de la dictée. Donc, j'ai dû écrire une quinzaine de romans policiers. J'ai travaillé aussi pour des plateformes. J'ai travaillé pour Canal+ pour une série sur le judiciaire. Et plus récemment, je suis pas forcément satisfait du résultat, mais j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle GT Max. Donc, je suis à l'idée originale, on parle bien du scénario, et j'ai travaillé sur le séquencier GT Max. Ça, c'est un film d'action qui est numéro un sur la plateforme Netflix France et même monde. Donc voilà, ça, c'était pour vous montrer mes autres casquettes. Et finalement, l'écriture, de mon point de vue, c'est un outil d'émancipation. Parce qu'avec l'écriture, on peut imaginer, on peut voyager, on peut s'évader, on peut faire énormément de choses. Et l'idée de ce webinaire, c'est de parler d'écriture. On peut peut-être parler de manière très pragmatique de la dictée, l'orthographe, les enjeux autour de l'orthographe quand on sort la dictée de son contexte, ou bien tout simplement de la dimension scénaristique, romancière, comment on structure une histoire avec des actes, comment on se nourrit des personnages. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous intéresse. Les deux se valent. Je partirai d'abord sur le point de vue de l'orthographe. Ce qui est important avec l'orthographe, c'est que la maîtrise de l'orthographe, ça vous permet de maîtriser les mots, ça vous permet de structurer votre pensée avant de l'exprimer, ça vous permet d'élargir le champ des possibles et surtout de gagner en légitimité. Après, effectivement, pour pouvoir être à l'aise avec l'exercice de la dictée, il faut démonter l'objet et donc faire sauter un verrou qui peut être la note, le verrou sur la faute, se dire on fait des erreurs, non pas des fautes, et qu'à partir de l'erreur, on apprend. Et il faut aussi l'utiliser comme un jeu si vous avez des disciplines qui vous plaisent, qui vous procurent un certain plaisir. Essayez de retranscrire ça quand vous écrivez, quand vous faites la dictée, de manière à ce que vraiment vous n'ayez pas de cadre. Et malheureusement, la dictée, ça renvoie à une chose pour celles et ceux qui ne le vivent pas forcément bien, c'est que la dictée, ça renvoie à l'école. Et l'école, on peut avoir un rapport assez confortable parce qu'on comprend les codes et le contexte et on a une agilité, ou alors c'est un tunnel et on se sent oppressé avec l'école. Et c'est pas forcément une histoire de notes, c'est juste un rapport avec une institution. Donc en fonction de son rapport avec cette institution, qui est essentiel puisque ce sont les bagages, c'est le savoir, c'est tous ces éléments, ben, on peut y associer la dictée et pour le coup, trouver ça très contraignant. Voilà un peu le contexte concernant la dictée. Donc, je vous écoute si vous avez d'abord peut-être des questions De et toute essayons façon, d'aller sur des éléments pratiques pour vous. je reprendrai, je rebondirai sur les questions D'accord. ils commencent, enfin, quand ils en émettront. Mais en attendant, on va parler un petit peu de toi et de ton parcours et surtout, qu'est-ce qui t'a donné en fait l'idée de créer les dictées géantes et selon toi, quel est l'impact de ce projet sur la sensibilisation, du coup, à l'importance de l'orthographe? Alors, comme je le disais, l'impact, il est la dictée. Alors au départ, elle s'est professionnalisée car au départ, ça a été monté avec un acteur associatif de d'Argenteuil avec qui on a monté un projet qui s'appelait la dictée des cités. Et la dictée des cités, c'était un projet où on venait juste lire une dictée.
Au bout de 4 ans et demi, chacun fait sa dictée de son côté. Et quand j'ai fait ma dictée, je me suis dit, je ne vais pas faire une dictée pour une dictée, je vais surtout réfléchir de quelle manière cette dictée, où je suis simple lecteur, ça va être un outil où je vais pouvoir transmettre et sensibiliser dans le rapport à l'écrit. Donc la dictée, au départ, c'est un événement ponctuel qui finalement est devenu un outil de transmission. À partir de la dictée que vont effectuer les participants, je vais pouvoir échanger avec eux sur les homophones, sur les conjugaisons, sur du vocabulaire, sur l'étymologie. Et à force de faire des dictées, forcément, on est plus à l'aise pour expliquer, pour débattre, pour échanger. Après, il ne faut pas oublier que l'orthographe, la langue française fait partie des 10 langues les plus difficiles et qu'elle est aussi sujet de débat très passionnel. Donc l'idée, moi, en tant que monsieur dicté, c'est de pouvoir dialoguer, faire une médiation autour des mots. Et donc aujourd'hui, ce projet qui au départ n'était qu'un projet ponctuel, c'est devenu un moyen de transmettre le savoir. Et l'enjeu de l'orthographe, c'est un sujet qui concerne tout le monde parce que c'est aussi un levier pour donner confiance, l'estime de soi. Super. Mais justement, je voulais rebondir un petit peu sur cette estime de soi et cette difficulté que tu as parlé sur la langue française. Quelles sont, selon toi, justement, les principales difficultés que rencontrent les gens aujourd'hui avec l'orthographe? Alors, dans le rapport avec l'orthographe, je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup de cas d'évitement. Je m'explique. On va avoir le premier cas quand même, c'est qui est un trouble cognitif, c'est la dyslexie. Mais de la dyslexie, vous avez aussi des gens qui tout de suite vont perdre leurs moyens, mais c'est comme un système de défense. Ça va pas être une vraie dyslexie. C'est un peu comme les antidépresseurs en France. Beaucoup de gens aujourd'hui vous dire je suis en dépression, et en fait c'est juste parce qu'à un moment on ne muscle pas son mental face à l'adversité, on ne muscle pas son mental face aux difficultés. On a tout de suite, on cède à la charge. Évidemment, on a des limites en termes de charge mentale, mais parfois, on ne va pas justement faire preuve de résistance. Et je crois que dans le rapport à l'écrit, on a aujourd'hui de plus en plus, comme on a ouvert le robinet, c'est important de pouvoir identifier quand on a des troubles cognitifs, mais aujourd'hui, on le généralise parce qu'on n'a pas trouvé de solution pour amener la dictée de manière plus douce. On n'a pas pensé que la note, que la méthode, elle devait changer. Alors, elle a changé, hein. Il y a des enseignants qui font la dictée négociée, etc. Mais voilà, on a d'abord les premières difficultés, je pense qu'elles vont être l'appréhension qui nous fait perdre les moyens, qui peut se traduire sous de véritables troubles, et donc il faut apaiser. Après, le point important, très très important, il ne faut pas oublier quand tout à l'heure je parlais de l'orthographe et l'écriture, c'est un moyen d'évacuer. Quand vous écrivez en thérapie, voyez bien que vous allez poser des choses, des mots, mettre des mots sur des situations, et quand vous allez prendre du recul, vous évacuez. Donc l'écriture, on voit bien que c'est quelque chose de structurant et qui nous permet aussi d'évacuer. Donc l'orthographe, c'est un enjeu de réconcilier les gens dans leur rapport à l'écrit, de leur montrer que l'orthographe peut être un jeu, c'est quelque chose finalement de nécessaire et de vital pour l'équilibre psychique. C'est vrai, entièrement d'accord avec toi. Tiens, d'ailleurs, et justement, pour ce côté bien-être, j'ai rencontré moi pas mal de personnes qui se sentaient bloquées, même dans le monde professionnel, avec justement le fait de rédiger des textes parce ils ont justement du mal au niveau d'orthographe. Et quel conseil justement tu pourrais donner à quelqu'un qui se sent bloqué ou qui a du mal à s'améliorer dans l'orthographe? Alors d'abord, premier point, je fais de la formation par rapport à l'orthographe. La première chose, c'est d'identifier les difficultés. Souvent, quand je fais un tour de table, j'ai un module qui s'appelle les AA pour les auteurs anonymes, en référence aux alcooliques anonymes. Le procédé des alcooliques anonymes, c'est des gens qui vont poser, voilà, moi je suis alcoolique parce que mon père était alcoolique, je suis alcoolique parce que avec des amis on s'est réfugié, on s'est isolé dans ça. On duplique maintenant l'idée, c'est voilà, je ne suis pas à l'aise avec l'orthographe parce que j'ai toujours oublié des S. Quand j'écris les maisons rouges, bah, j'oublie rouge à chaque fois. Ok, mais pour quelle raison tu oublies? Ben, je ne sais pas. Mais le fait de dire que j'oublie un S, ça veut dire que je connais ma difficulté. Si je vous dis à l'imparfait, je me trompe toujours quand je dis je mangeais, je mets un T. Mais c'est la troisième personne du singulier, je le sais. Donc le fait de le formuler, je vide entre guillemets, je l'évacue et je le vois. Donc ce temps-là permet, quand on connaît ces difficultés, quand on peut en identifier quelques-unes, ben, il suffit de travailler dessus.
Pour l'histoire de l'imparfait, bah, effectivement, la première personne du singulier, c'est un S. Deuxième, c'est un S. Troisième, c'est un T. Après, IONS pour le nous, le EZ, il mangeait à IONT. Donc, c'est revoir, répéter. Mais pour cela, il faut accepter. Il ne faut surtout pas, l'une des erreurs, la principale erreur, quand vous sondez des gens, ils vont vous dire quoi? Je suis nul. Mais quand vous dites je suis nul, c'est comme si vous vous méprisez, vous rabaissez. Je suis nul, pour moi, ce n'est pas une réponse. J'ai des difficultés, comme je vous l'ai précisé, je suis pas à l'aise avec ça, ça, ça. Essayez d'identifier les difficultés. Maintenant, si vous dites je suis nul, c'est que vous coupez le dialogue. Donc, je pense que pour progresser d'abord, c'est d'identifier ces difficultés. Et si on veut en parler, il faut pouvoir avoir une personne en face, un interlocuteur ou interlocutrice. Donc finalement, on n'est même pas obligé d'avoir un formateur qui soit fort en orthographe. C'est juste de pouvoir en parler. Voilà, je suis pas à l'aise parce que un jour j'ai eu une mauvaise note, le professeur m'a appelé et depuis je suis pas à l'aise. Et le fait d'évacuer les choses, ça vous permet d'avancer dans ce chemin de la réconciliation. C'est bizarre, mais c'est très, je dirais, il y a un côté thérapeutique et psychologique. Et ce qui est important aussi, dans le savoir, dans le rapport à l'orthographe, qui est valable, je pense, dans d'autres domaines, mais en tout cas, pour le coup, moi, je le vois dans l'orthographe, à partir du moment où vous avez un trauma, vous enclenchez une sécurité, vous mettez un frein. Et d'une manière ou d'une autre, vous allez éviter d'aborder ce sujet. Et vous allez passer par des techniques d'évitement. Non, c'est vrai, tu as entièrement raison. Tiens, d'ailleurs, il y a Sonia qui pose une question, qui dit qu'on rentre dans les années 80-90. Née de parents analphabètes, j'ai eu la chance d'avoir reçu une instruction de l'éducation nationale très complète qui a compensé son manque à la maison. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il y a très peu de dictées et lorsqu'il y en a, ce sont des dictées de mots. Donc les enfants aujourd'hui ont de gros problèmes d'orthographe malheureusement. Comment peut-on faire en tant que parents pour aider nos enfants? Merci. Bah, très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, hier j'étais à Aulnay-sous-Bois, je parlais avec des enseignants. Le problème au niveau des enseignants, c'est un problème de matière. Quand on est enseignant aujourd'hui, on n'enseigne plus la techno ou les maths ou les cours de français. On va nous faire travailler sur la laïcité, sur le harcèlement, sur aujourd'hui, politiquement, on a lancé le choc des savoirs. Le gouvernement précédent a lancé le choc des savoirs. Et en fait, quand on est enseignant, on a très peu de place finalement pour travailler sur la matière. Ça, c'est la première chose. Face à nous, on a des enfants qui sont connectés. Les enfants, si vous sondez au collège, vous avez des enfants qui se couchent à minuit, 1 heure du matin. Vous avez des enfants qui font des nuits blanches sur le téléphone. Pas de contrôle de la part des parents. Et je ne blâme pas les parents, attention, hein. C'est qu'en France, et en parlant avec un professeur, c'est drôle, c'est assez pertinent ce que me disait cet enseignant. Il disait, chez moi, c'est la Chine, c'est une dictature. Les enfants, je coupe Internet, je coupe le téléphone. Et il n'y a pas de discussion. Et pour le coup, c'est vrai que dans certains pays, quand on coupe Internet, on va résoudre ce problème. Tandis qu'en France, on a les GAFA qui viennent et qui ont un impact. Et le problème, c'est une réalité. Comment, avec des algorithmes, avec des outils aussi puissants, aussi addictifs, on ne peut pas lutter. Donc, des enseignants qui ont plus de matière que leur matière, donc on travaille moins sur les fondamentaux, des enfants qui sont de plus en plus sollicités par plein d'offres et donc qui n'ont pas un environnement, et des parents qui sont aussi désarmés. Et donc pour le coup, et même quand l'enfant, il n'est pas désarmé, si son environnement, il est justement en lien avec un environnement comme ça l'impacte, qu'on le veuille ou non. Il y a une histoire quand même d'énergie, etc. Donc soit on isole notre enfant, mais en même temps, notre enfant, à un moment, il est avec d'autres enfants, il passe plus de temps à l'école qu'avec nous. Donc il y a quand même un environnement qui peut être, comment dire, qui peut avoir énormément d'inégalités. Et nous, en tant que parents, c'est difficile de faire face. Et en tant qu'enseignant, quand on envoie l'enfant à l'école, en fait, finalement, l'école, c'est notre école. Et l'autre point aussi sur lequel mon regard a évolué, c'est qu'on ne peut pas comparer les années 90 avec 2024. C'est impossible. Si en 90, on avait eu des réseaux sociaux, on avait eu des téléphones, on avait eu des écrans, on aurait la même problématique. On ne peut pas se dire que les choses évoluent. Donc aujourd'hui, effectivement, on sait, on identifie clairement la différence par rapport à avant, problème de concentration, concentration beaucoup plus réduite, en fait beaucoup plus courte, problème de graphie dans le rapport manuel. Et en tant que parent, en fait, chose toute simple, tous les jours, euh, avant le repas, après le repas, vous faites une dictée, vous prenez 5 minutes, on fait de la graphie, on s'applique, on écrit, on partage avec les enfants. Parce que si vous faites
le rôle du prof, tiens, fais-moi une dictée, tu écris, tu as fait une faute, etc. En fait, vous ne partagez pas. Vous reproduisez l'école, mais à un moment où l'enfant ne va pas forcément être confort. Par contre, si vous créez des moments de complicité, je me suis trompé en tant que parent, mais pourquoi l'enfant, vous créez du dialogue avec l'enfant, ou l'enfant, ou il peut être adolescent ou même jeune adulte, ben pour le coup, vous allez créer des souvenirs et ça, lui, va l'inscrire dans son esprit et se retrouver justement à vivre ça. Et après, hier, j'ai eu un échange. Alors, le matin, j'étais à Aulnay, l'après-midi, j'étais dans le 91 à Corbeil-Essonnes et j'ai découvert les coniclasses. Les coniclasses, en fait, c'est sur le cognitif. Vous allez en classe et vous avez quelques classes comme ça à Corbeil dans certains collèges. On a mis en place une classe modulable. Les élèves arrivent, c'est pas descendant, en fait, c'est pas un prof qui est face et qui donne, qui est une hiérarchie. Ce sont des élèves qui vont se mettre en groupe, qui vont travailler autrement, de manière où on les stimule, on les met en action. On n'est pas dans une classe où je reste comme ça et j'écoute quelqu'un. Et au bout d'un moment, moi le premier, cet après-midi j'étais à Montreuil, bah à force j'ai un coup de barre, il est 14h30, j'ai déjeuné et je suis là et je commence à être fatigué parce qu'en fait j'ai une information et je ne suis pas actif. Donc il y a vraiment, je pense qu'en tant que parent, ce qui peut être bien, c'est de partager ces moments, travailler sur la graphie, la mémoire et s'amuser. Et ça, vous allez donner quelque chose, évidemment de manière récurrente, sans qu'il y ait la même hiérarchie qu'à l'école. Du coup, pour le coup, vous, en tant que parent, vous allez apprendre. Je pense que ça peut être un bon moyen de complicité. Et puis, ça va aussi, chez vos enfants, créer un souvenir et aussi, je pense, une zone de confort. Et Rachid, tu as parlé du coup des réseaux sociaux. Aujourd'hui, effectivement, c'est complètement différent par rapport à, à avant, hein, les années 80-90. Est-ce que tu penses que justement l'usage du numérique, il a facilité ou compliqué l'apprentissage et plus précisément celui de l'orthographe? Non, je pense que c'est pas l'outil numérique, en fait, je vais vous donner un autre exemple. On peut le comparer à l'alimentation. L'alimentation, on a bien de l'alimentation, on a du sucre et ça crée de l'addiction. On peut exactement comparer la même chose. Maintenant, c'est vous qui constituez vos repas, c'est vous qui mangez équilibré ou pas, c'est vous qui avez une éducation dans l'alimentation qui vous permet d'avoir justement de ne pas tomber dans les travers. Bah, pour le coup, tous les outils numériques, c'est exactement la même chose. Moi, le premier, parfois, je vois sur le temps que je passe sur mon téléphone, il y a des semaines où récemment, j'ai décroché des réseaux et j'ai réactivé tout ça. Ils étaient actifs mes réseaux, mais je n'avais pas publié depuis X mois. Maintenant, je me suis remis, bah, malheureusement, je passe 3 4 heures sur mon téléphone et je vois mes yeux, je suis fatigué. Je sens que c'est pas forcément positif. Donc, mon usage, il est un peu exacerbé, mais il est lié aussi à mon travail parce que je suis obligé de communiquer. Je travaille beaucoup avec des envois, je travaille à distance quand je ne veux pas sortir mon ordinateur portable. Donc, le numérique, c'est un outil extraordinaire, mais effectivement, qu'on ne peut pas donner à nos enfants, qu'on ne peut pas confier n'importe comment et sans contrôle. Et même nous, en tant qu'adultes, on peut avoir aussi des comportements d'addiction. Donc, c'est vraiment pas. En fait, c'est pas l'outil numérique qui nous guide, c'est nous qui l'utilisons. Donc, c'est notre usage. Et maintenant, pour nos enfants, clairement, ils ne sont pas en mesure de pouvoir faire face à tout ce qui est algorithme, etc. Parce que c'est programmé pour les rendre addicts. Donc nos enfants, je pense qu'on peut partager des moments. Le numérique, ça peut être intéressant, mais ce sera quand ils seront extrêmement matures. Aujourd'hui, je le vois, moi j'ai des jumeaux qui ont 16 ans. On leur a autorisé l'accès aux écrans il y a 1 an et demi. Et en ce moment, c'est catastrophique. J'ai une discussion avec ma femme, on se disait, il faut qu'on leur parle et il va falloir vraiment couper les téléphones parce que c'est plus possible en fait. On n'a plus du tout de contrôle, même si on leur demande de passer du temps avec nous dans le salon, même si on fait des jeux de société, bah, finalement, ils sont rattrapés et pourtant ils sont en première. Donc c'est très dur de leur laisser le libre arbitre ou une autonomie. On parle d'outils quand même où l'addiction elle est incroyable. Bah, du coup, qu'est-ce que qu'on pourrait leur donner, enfin, quel conseil on pourrait donner un peu aux parents, aux petites méthodes pour justement les aider à accompagner leurs enfants à progresser en orthographe de manière autonome, pour les rendre Alors, pas de compétents. manière. Je dirais qu'on peut pas. Si vous avez des enfants qui sont bons et qui sont déjà autonomes,
ça veut dire que vos enfants peuvent évoluer dans toutes les disciplines, pas que dans l'orthographe. Si vos enfants, si aujourd'hui, je rebondis sur ta question, si tu te dis que ton enfant, de manière autonome, il peut faire des choses, ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas besoin de toi. En théorie, hein. Maintenant, moi, je pense que le temps de partage, ce que je disais, comme pour l'orthographe, comme pour les maths, les sciences, etc., quand on prend le temps avec nos enfants, un enfant qu'on accompagne, on parle de réussite éducative, moi, je ne parle pas de réussite éducative, je parle d'accompagnement éducatif. Elle est là la nuance. L'accompagnement éducatif, c'est passer du temps, c'est transmettre. On a les enseignants, mais nous aussi, on a un rôle en tant que parents, on éduque nos enfants avec des valeurs, avec une philosophie, on leur transmet. Après, c'est eux qui s'en nourrissent ou pas. Mais pour le coup, je pense que pour la transmission, c'est la même chose. Et si on veut que nos enfants gagnent en autonomie, il faut surtout qu'ils aient une projection. Un enfant qui sait ce qu'il veut faire plus tard, il va travailler pour arriver à la destination. Un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut faire, ben, il va parce que les parents lui ont dit je veux que tu sois, je caricature, hein, médecin, avocat ou ingénieur, il va suivre la direction que nous, on lui impose. Donc, c'est important de savoir ce qu'il a envie, quelles sont ses sensibilités, comment dire, ses ressources, ou en tout cas là où il peut être à l'aise pour pouvoir lui donner une projection. Et plus l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte se projette, et ça lui permet d'avancer. Donc, pour être autonome, faut que l'enfant, nos enfants, aient, je dirais, une vision de ce qu'ils veulent faire plus tard, et que cette vision, elle soit aussi, si elle est nourrie de valeurs, c'est beaucoup plus simple aussi. C'est pas la vision, quand je serai grand, je veux bien gagner ma vie. En fait, c'est pas, pour moi, ça, c'est pas une vision. C'est Bien sûr. quand je serai grand, j'ai envie d'être, par exemple, ingénieur parce que j'aimerais construire je sais pas, je vous dis une bêtise, hein, des structures pour accueillir des gens dans la nécessité. Je veux être, je ne sais pas, j'ai pas d'idée, je veux être enseignant parce que je veux transmettre, etc. Donc, à partir du moment projection et valeur, on a derrière, là, on peut parler d'autonomie en tout cas. Et après, souvent aussi, un point important, nos enfants héritent de nous. Ils C'est vrai. héritent Ouais, de ce que nous faisons. Si nous sommes des gens qui travaillons, qui sommes impliqués, nos enfants grandissent avec ça. Il y a l'héritage en fait, et l'héritage, il est sous-jacent. Donc c'est important de passer du temps, de partager. Et si parfois ça coince, c'est que nous aussi, on n'a peut-être pas réglé des choses que nos enfants malheureusement héritent aussi, et qui ne sont pas forcément, qui seront aussi je dirais, leur difficulté à dépasser. Ah, c'est super. Ce que tu dis, c'est exactement les grandes problématiques qu'on rencontre. Tiens, d'ailleurs, dans les personnes qui sont présentes, sur une échelle de 1 à 10, là, est-ce que vous pouvez nous indiquer dans le chat comment vous vous sentez aujourd'hui au niveau d'orthographe? Est-ce que vous vous sentez plutôt à l'aise, moins à l'aise? Mettez dans le chat entre 1 et 10 comment vous vous sentez. Et tiens, on va regarder un petit peu. Ouais, Sonia, c'est sur 9. Ouais, top. Moi, c'est bien. Voilà, c'est l'ancienne 9, c'est ça? génération. Comment? 10. On parle de sur 10 ou sur 20? Ouais, ouais, sur 10, ouais. Jen a mis 7 sur 8. Ouais, il y a 4, 10. Bon, bah, très bien. Après, il y a des tranches d'âge différentes, mais très bien. Bah, Ouais. écoute, si déjà vous vous sentez à l'aise, bah, tiens, si vous vous sentez bien à l'aise, ou peut-être les autres, c'est quoi, selon vous, là, le mot le plus difficile à orthographier? Dites-nous un peu le mot que vous avez pu rencontrer à orthographier. Moi, j'ai eu pas mal de mots quand même, qui m'embêtaient souvent. Et je me posais souvent. Moi, j'avais un mot qui était avant quand j'étais au collège et qui me perturbait pendant très longtemps. Ok. Et c'était le mot cueillir. Ah, c'est Accueil, marrant, pardon. je vais dire. Ah, c'est marrant, ok. Accueil parce que je me disais toujours, est-ce que je dois mettre le U? Je mets pas le U. Accueillir. Accueillir, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que si tu mets le E, ça fait accueillir. Ouais, non, c'était le 2. Je sais pas pourquoi j'avais cette problématique du U. C'est accueil. E-I-L. Accueil. Ouais, Après, c'est une exactement. histoire de son aussi. Et c'est exactement ça, c'est une histoire de son. Mais si tu veux, quand on est plus jeune, on ne t'explique pas forcément. Et quand tu es au collège, tu as toujours cette problématique de dire j'ose demander, on va me vanner, Ouais, on va c'est dire non. Et intéressant. du coup, et nous, tu vois, à l'époque, on avait les dictionnaires seulement. Et Ouais, du ouais, coup, ouais, je dis, je vais regarder dans le dictionnaire. Moi. Et j'ai les c'est frangins, ils vont dire, intéressant. mais pourquoi il regarde dans le dictionnaire celui-là? Il n'a pas de travail à faire. Et donc, on va forcément te poser la question.
Donc c'est vrai que moi pour moi c'était un peu tabou de dire que C'est tu étais intéressant. mauvais en orthographe. Tu dis une chose importante que je retrouve souvent. Tu sais, la difficulté, pourquoi on avance avec ce caillou dans la chaussure, tu parlais d'accueil, ça peut être n'importe quel. En fait, parce que lorsqu'on est en primaire, quand on a quitté la primaire, on rentre au collège, on Ouais, a honte. On se dit, si je sais pas, c'est que je suis pas bon. Et tu vois, il y a exactement. cet inconfort. Donc, Exactement. tu vas avancer avec ce problème jusqu'au moment où tu seras face au mur. Ça peut être au lycée, ça peut être même quand tu es adulte. Tu sais, ce qui est important, c'est que les gens qui sont en difficulté, c'est dans le monde du travail, soit ils trouvent une technique d'évitement, soit c'est le moment où ils se disent, ben, j'en peux plus. Allez, vas-y, je dépasse ça parce que, en fait, au travail, j'avais des chiffres. J'ai pas ma plaquette sous les yeux. 46% des gens estiment au travail, étudiants et salariés, estiment perdre du temps à cause de leur orthographe, à chercher les bons mots, etc. 26% ont déjà passé un moment anxiogène à cause de l'orthographe et 16% estiment qu'ils n'ont pas évolué dans leur carrière. L'orthographe a été un frein. C'est un sondage IFOP qui date de juin 2023. Et ces trois chiffres, je les ai en tête parce que j'ai une plaquette qui présente ces points. Et souvent, c'est ce que je vais mettre en avant. Donc 46% estiment perdre du C'est temps à énorme. cause de l'orthographe. C'est énorme, c'est énorme. Et justement, par rapport à les retours que tu as dans... Je voulais revenir un petit peu sur les dictées que tu organises, dictées géantes. C'est quoi les retours que tu as des personnes qui ont participé à ces dictées? Est-ce que ça a changé leur perception de l'orthographe? Alors moi, j'ai déjà vu, j'ai eu la chance de lire tes bouquins et je sais que dans certains de tes ouvrages, tu mentionnes justement des transformations de personnes, mais justement, les personnes qui n'ont pas encore lu tes livres, et j'encourage en tout cas à les lire. Est-ce que du coup, tu peux nous partager un petit peu ces retours d'expérience de leur part? Bah, pour le coup, concernant mes dictées, c'est assez facile de dire ça de mon point de vue parce que je vis la chose, parce que je pourrais très bien vous dire, je fais des dictées, ça se passe très bien, etc. Mais je pense que j'ai surtout une agilité pour dédramatiser. Je vous donne un exemple. La dernière fois, j'ai fait une dictée à Clichy-la-Garenne, j'avais un groupe de 4 personnes. Et j'avais une femme qui est revenue, le texte que j'ai lu, c'était un extrait d'un livre. Et à un moment dans ce livre, on parlait de course de sac à patates. Pour moi, une course de sac à patates, c'est qu'on fait une course et on a, dans le livre, c'était orthographié au singulier. Donc je me dis que tout simplement, la personne, elle parle d'une course et chacun a son sac à patates. Mais en réalité, c'est vrai que on dit une course de chevaux. Donc normalement, le sac à patates, on pouvait le mettre au pluriel, elle était au singulier dans le livre. Et donc moi, j'ai dit il est au singulier, donc je vais prendre le singulier. Sauf qu'en réalité, effectivement, logiquement, c'est au pluriel. Et cette personne, elle m'a dit, ah non, je suis pas d'accord, elle a réagi un peu. Et je lui ai dit, et moi j'ai repris en rigolant, en disant, bon bah attention, je vais sortir le carton rouge, madame, mais pas méprisant, c'était vraiment sur le jeu, le ton de la rigolade. Et en fait, là où d'autres se seraient retrouvés avec une dame qui pouvait se braquer, moi je l'ai pris sur le ton de la rigolade en lui disant, de toute façon, c'est pas grave, effectivement, il n'y a pas de S. Je me dis, j'ai visualisé, je lui dis, ça peut être une course de sacs, donc au singulier, comme de sacs au pluriel. Donc voilà, et si vous voulez, je prends les deux orthographes, elles sont valables. Et pour le coup, à la fin, la dame est venue en rigolant me remercier. Maintenant, ça aurait pu être une autre personne, elle aurait pu dire non, c'est écrit sans S, moi je. Et donc, il ne faut pas être rigide. Et ça, je sais que moi, je fais preuve d'agilité. Et il m'arrive même, je me suis déjà trompé. Je me suis déjà trompé je ne sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais en faisant énormément de dictées, ben, parfois, je peux me tromper sur quelque chose et je peux en discuter. Alors là où je suis mis en difficulté, c'est sur la réforme de l'orthographe. Parce que j'ai fait le choix de partir sur l'orthographe classique, parce que je trouve qu'elle est plus difficile. Et parfois, vous avez des gens qui disent non, mais attendez, la réforme de l'orthographe, par exemple, pour des adjectifs de couleur invariable, elle dit que marron, on peut l'écrire avec un S. Je dis que je préfère me baser sur l'orthographe, en tout cas, me référer à l'orthographe classique, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de se dire marron ne prend pas des S, car quand c'est un nom commun, comme pour orange, etc., que de dire bah, je simplifie, allez hop, c'est une couleur et je mets un S maintenant quand c'est au pluriel. Donc c'est vraiment une sorte de dialogue. Trop bien. Et tu vois là, moi je vois aujourd'hui beaucoup d'usages numériques. Les gens, malheureusement, écrivent de moins en moins. Moi je vois beaucoup de gens qui utilisent des outils numériques comme Bien sûr, pas ChatGPT, GPT. Google, etc. Alors, Même pour la traduction en anglais, etc. oui, Qu'est-ce que tu penses justement de ces outils alors, comme les correcteurs euh, en ligne? bien sûr. J'utilise moi ces outils. ChatGPT, je l'utilise.
mais ChatGPT, mes requêtes, elles sont précises. En fait, quand j'écris une requête, ma requête, c'est comme une pierre que j'ai taillée. Quand je vais la rédiger, par exemple, pourriez-vous détailler le webinaire avec Kamel où j'ai exposé les points suivants, le rapport à l'orthographe, etc. Ce que je formule, je l'écris. Et donc, mon prompt, ma requête, elle est précise. Maintenant, prenons une personne qui va l'utiliser. Euh, Webinaire, Kamel, dictée. Bah, forcément, le dialogue avec la boîte de dialogue ne sera pas du tout la même chose. Ces outils numériques nous font gagner 3 ou 4 fois plus de temps. Mais pour cela, l'orthographe, en gros, les 3 ressources fondamentales qui sont structurer l'idée, l'exposer, l'enrichir avec de la culture générale, sont nécessaires et incontournables. Si on n'a pas ces 3 points, toutes les requêtes qu'on va faire, on va utiliser ces outils, on va les sous-utiliser. Une boîte de dialogue qui a accès à une data incroyable, c'est pas pour écrire, savoir si je mets un S aux Maisons Rouges, par exemple. C'est pas du tout, c'est sous-utiliser ces outils-là. Ces outils-là nous amènent à être plus performants. Mais cela ne peut pas nous empêcher de lire, de réfléchir. Et je pense qu'à l'avenir, aujourd'hui, j'avais un, j'ai eu un échange qui m'a interpellé et je me suis dit, c'est vrai que c'est pas bête. Aujourd'hui, quel est le problème à l'école? Et quand je dis à l'école, attention, je ne pointe pas du doigt l'éducation nationale, je ne pointe pas du doigt les enseignants, je pointe du doigt un endroit où on estompe les inégalités, un endroit où on permet d'avoir de jeunes citoyens, un endroit où on réfléchit, un endroit où on s'émancipe. Aujourd'hui, quand la qualité, elle se dégrade dans cet espace, qu'est-ce qu'on fait? On fait des citoyens qui vont consommer. Et je parle de citoyens. Donc, on fait des consommateurs. Un consommateur ne réfléchit pas. Un consommateur va tout simplement acheter. Un consommateur issu du troupeau. Donc, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas croire que tous ces outils, c'est exactement comme la comparaison que je faisais avec l'alimentation et les outils numériques. Ce ne sont pas les outils numériques qui vont faire d'un individu une personne. À l'inverse, c'est Ouais, bien une sûr. personne qui doit être existante, qui doit exister avec sa réflexion, avec se nourrir aussi et ses ressources, et utiliser ces outils comme des outils pour accroître en fait son travail, la productivité, toutes ces choses-là. Donc vraiment, le centre de la réflexion, de la curiosité, c'est l'individu. Ça ne peut pas être les machines. C'est vrai. Voilà un peu mon rapport aux outils numériques. Donc, les outils numériques aujourd'hui, oui, on peut utiliser des correcteurs, mais ça veut dire qu'en réalité, si je dois encore une fois, de manière très concrète, comparer, vous avez une personne qui a ses jambes, qui est capable de courir, de marcher, de faire plein de choses, qui va prendre finalement un outil et qui ne va pas utiliser ses jambes. C'est vrai. Et tiens, d'ailleurs, dans le groupe, là, qui aujourd'hui utilise des outils numériques dans son quotidien ou si vous en avez, citez-les un On peut petit dire en peu, chat. partagez un petit peu comment aujourd'hui, est-ce que vous prenez plutôt un dictionnaire? Est-ce que vous allez sur Internet? C'est quoi aujourd'hui vos outils que vous utilisez au quotidien? Soyez transparent, hein, on est entre nous, il y a rien il y a aucun jugement derrière. Mais Internet, c'est, oui. ouais, Internet, ok. On a le dictionnaire en ligne aujourd'hui, hein. Oui, Internet, parce qu'aujourd'hui, la roue, c'est en ligne. Vous tapez, tout à l'heure, tu parlais Ouais, accueil définition, vous le faites tout de suite, vous allez avoir voilà, le mot. Après, la différence peut-être, c'est que vous n'aurez peut-être pas l'étymologie. Et l'étymologie, elle est importante, ouais. parce que dans la compréhension d'un mot, l'étymologie, l'origine, elle vous permet de comprendre en fait la racine du mot. C'est vrai, après, moi je sais que avant, quand on cherchait sur le papier, sur le vrai dictionnaire, on avait, bon, je le sais maintenant, d'autres zones du cerveau qui sont sollicitées. Aujourd'hui, on tape le Oui, mot, on attend. C'est pas notre cerveau qui fonctionne, oui, oui, c'est l'ordinateur qui vous apporte l'information. Donc c'est vrai exactement, c'est on ça. est moins sollicité. Et je trouve justement, moi, qu'aujourd'hui, l'usage du numérique nous défavorise énormément sur la concentration. Et je rencontre beaucoup de personnes, tiens, d'ailleurs, qui ont des troubles, troubles de l'attention, la dyslexie. Comment, toi, aujourd'hui, tu pourrais
donner un conseil ou deux pour ces personnes qui essayent, justement, qui confondent des mots, qui ne sont pas capables de rester très longtemps concentrés. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil pour ces personnes-là? Tout à l'heure, je parlais du fait d'évacuer et de réfléchir. Je pense que c'est vraiment un sujet de concentration. J'ai vu une étude passée il y a à peu près un an qui disait que le rapport au papier, au livre papier, était complètement différent. On travaillait mieux la mémoire avec l'objet. C'est vrai que quand on palpe l'objet, c'est ce que tu disais, c'est qu'on fait appel à d'autres fonctions. Là, aujourd'hui, mais même moi, en termes de sensations, quand j'ai pas l'objet, c'est assez étrange, ça va trop vite en fait. Tu vois, je me sens démuni. Tu vois, je tape, tac, je l'ai tout de suite, mais je vais pas le mémoriser. De la même manière qu'en ouvrant le dictionnaire, en cherchant le mot, en essayant de comprendre, en fait, tu fais un cheminement. Tandis que là, tu l'as tout de suite, tu l'as zappé. C'est un peu comme la musique. Tu as des gens qui utilisent les plateformes numériques. Là où avant, tu avais des supports, tu allais les chercher, le rapport à l'objet, prendre le temps. Là, c'est fulgurant. Et pour le coup, tu oublies les choses. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, en plus, quand moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, enfin quand je faisais à l'époque les dictées, et c'est vrai que je suis comme elle disait Sonia tout à l'heure, hein, c'est le fait qu'on n'en fasse plus. Malheureusement, après la primaire, on arrête. Je trouvais ça quand même extraordinaire d'en faire. Bon, on a quand même une épreuve dans le brevet avec la dictée, mais ça reste, Oui, euh, ça reste quand même assez limitant. anecdotique. Voilà, anecdotique, exactement, chercher le mot. Mais tu vois, moi, on me dit toujours de me relire. Et souvent, je dis, bon, c'est bon, je connais. Mais bon, après, c'est vrai que c'est souvent pas lié à un problème de compréhension, c'est un problème de concentration. Et, 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 Exactement. et c'est vrai que là, c'est ta super astuce là, de pouvoir un peu palper, lire, prendre le temps. Euh, je trouve ça vraiment génial. Tiens, et dans le groupe, tiens, d'ailleurs, est-ce que vous avez des méthodes similaires? C'est quoi vos méthodes aujourd'hui pour quand vous faites une dictée ou vous rédigez un document? C'est quoi votre stratégie pour justement écrire? Moi, c'est vrai que moi, je pense souvent à différents compléments, verbes. Je suis toujours dans cette réflexion de me dire, est-ce qu'il y a un accord à mettre en place? J'ai pas forcément un automatisme de dire, vas-y, bah, je vais mettre un S quand il y a l'auxiliaire avoir avant. Je vais toujours réfléchir à ce qu'il y a un Ah, ça, on complément. est d'accord. Je suis toujours dans cette réflexion. Toi, Rachid, justement, quand tu as des expressions, quand tu veux faire des accords, par exemple, les accords, c'est quelque chose que moi je retrouve souvent comme erreur. euh, c'est quoi le conseil pratique quand on veut bien accorder ces verbes et tout ça? Je, ouais, je reviens sur une chose là, tu parlais de l'accord, par exemple, auxiliaire avoir. Ça, parce que tu as plein de points. Tu as plein de points. Tu as les compléments d'objet direct, les COI. Alors attention, je vous le dis, je ne suis pas linguiste. Je ne vais pas m'inventer comment dire, de statut. Par contre, on va parler des COD pour parler d'un point précis. On peut parler de COE aussi. Le COD, donc comme on le sait, on a l'auxiliaire être qui s'accorde et l'auxiliaire avoir qui ne s'accorde pas. Sauf si avant, on retrouve justement ce fameux complément d'objet direct. Donc, souvent, en fait, tu sais, Kamel, c'est que quand tu n'es pas à l'aise avec ce sujet de complément d'objet direct, faut le travailler l'exercice. Et tout simplement se dire, j'ai cueilli des fleurs, il est derrière, d'accord? Auxiliaire avoir, on n'accorde pas. C'est l'auxiliaire avoir, d'accord? Maintenant, les fleurs que j'ai cueilli quoi? Les fleurs. Donc là, tu accordes et tu accordes. Donc les fleurs, c'est féminin pluriel. Les tartes que j'ai mangées, la voiture que j'ai conduite, je l'accorderai. Donc, tu vois, chaque fois, tu vas accorder. Bah, je parle juste du COD parce que tu vois, si tu précises un point. Après, tu as plein de choses. Souvent, il y a un truc aussi assez impressionnant, c'est l'imparfait du subjonctif. L'imparfait du subjonctif, bien qu'il lui répéta qu'il ne fallait pas avoir peur des dictées, ben, il lui répéta, si tu sais pas que c'est l'imparfait du subjonctif, tu vas mettre un A. Par contre, l'imparfait du subjonctif, tu as l'accent circonflexe, le T. Tu vois, donc tu as, t'as ces subtilités, mais ça, il faut le voir, le répéter, se planter, se l'approprier. Et ça revient à ce que tu disais, quand tu comprends, mais il te faut je dirais, une personne qui puisse échanger et t'expliquer, parce que quand on t'explique, ça va beaucoup plus vite. Si je te Ouais, je laisse suis avec le d'accord. texte, tu vas dire, OK, mais c'est quoi, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment vivre la chose.
Et je pense que c'est un peu comme quand vous, par exemple, vous travaillez sur les cartes mentales, sur la lecture rapide. Mais un livre, ça nous procure des émotions. Quand on lit un livre et que ça nous procure des émotions, on s'approprie la chose, on la vit, on s'en rappelle. Pourquoi la plupart des enfants vont lire Harry Potter et vont être absorbés par Harry Potter? Harry Potter, c'est d'abord quelqu'un qui a leur âge et comment dire, c'est l'école des sorciers. Donc c'est quand même quelque chose en termes de projection, tu t'identifies complètement. Tu vas à l'école, donc l'école des sorciers, waouh, tout de suite ça t'inspire. Et je pense que c'est cette histoire d'émotion et de projection. On va mettre en pratique, d'accord, très bien. Bah, pour le coup, on va s'amuser. Je vais vous faire un exercice d'hyper concentration avec la dictée. Yes. Donc effectivement, je vais vous inviter, ça va être très court. Hop. Je vous invite à prendre Alors juste peut-être, 15 secondes, 30 secondes. oui, Prenez une oui. feuille, un stylo et on va s'exercer un petit peu à mettre en pratique tout ça. Alors là, je vais vous faire travailler sur la concentration et la patience. Et ce que tu dis, Rachid, Vous me dites hein, ça quand vous êtes revient prêts. tout le temps. Encore ce matin, tu as dit que la voiture qu'on en a conduite, que j'ai Ouais. conduite, bah, est-ce que tu dis le conduit? L'erreur que j'ai faite, parce que tu sais, tu as vu, j'ai fait une erreur et les gens, en fait, quand tu parles, je vais te le. Si tu n'accordes pas, tu vois, c'est bête, mais euh, l'erreur, je le tape, hein. Mais tu sais que c'est L'erreur, exactement cette phrase que tout à l'heure je me questionnais avec Nadia. On disait, est-ce qu'on met un E à fait ou pas? L'erreur que j'ai faite ou l'erreur que j'ai faite? ouais. Alors, ah mince. Voilà. C'est exactement ce que je te disais. Je te relis la règle. Alors, on écrit que j'ai fait lorsque complément d'objet direct de genre féminin précède le nom relatif que. En effet, selon la règle, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire à voix se conjugue avec le COD si celui-ci le précède. Cela s'explique par le fait que c'est le COD qui est concerné par l'action exprimée par le participe présent fait. Donc, la chose que j'ai faite, la chose que j'ai dite, la réponse que j'ai faite. Donc, tu te rappelleras aujourd'hui, tu as vu, je l'ai répété 3 fois, 4 fois, eh ben, tu te rappelleras à cause du que et ça le précède, eh ben, tu accordes en fonction du genre et du Du nombre. singulier au pluriel de ton COD. Ok, ok, moi en tout cas Et tu vois, là, on en a parlé, on a pris ce temps et tu t'en souviendras. c'est vrai. Et ça, c'est des choses, tu vois, faut pas avoir honte d'apprendre en fait. Pour le coup, moi, mais du coup, est-ce que c'est avant ou après le que? Ah non, c'est donc Rama qui a 16 ans. La question que tu as posée, Rama, la Ah, trop question bien que tu ça. as posée. La question que tu as posée là, je te teste hein, en orthographe. Qu'est-ce que tu as posé? Bah, j'ai demandé si le, ça s'accorde avant, enfin, avec le mot qui est avant le que ou après le que. Voilà, avant. Regarde, là, là justement, quand je te dis la question que tu as posée, je ne t'interroge pas sur ton COD. Parce que regarde, tu as posé la question. Si tu le mets comme ça, tu n'accordes pas, d'accord? Tu as posé la question. Par contre, si tu mets avant avec le que, ce qui est avant le que, tu l'accordes. Donc, c'est la question que tu as posée. Donc, c'est question féminin, elle est au singulier, et eux. Tu vois un petit peu la nuance? Du coup, c'est posé, il y a et e à la fin. Voilà pourquoi, parce que tu as posé que, qu'est-ce que j'ai posé? C'est une question. Et eux. Et on peut l'accorder, enfin, ne Vas-y. pas l'accorder, quoi. Alors attention, là, tu l'accordes s'il est avant la question que tu as posée ou euh, la voiture que tu as vue. Qu'est-ce que tu as vu? Bah, j'ai vu la voiture. Et la voiture, c'est quoi? C'est masculin, féminin, et c'est au pluriel ou au singulier? C'est féminin singulier.
Voilà. Donc, tu accordes vue, UE. Ah, ok, d'accord, merci. D'accord. Et à chaque fois, et en fait, il faut juste prendre le temps de comprendre. Quand on te l'explique, regarde, on va le refaire, hein, alors qu'avant, peut-être, je te donne un autre exemple. Euh, euh, le pain que tu as acheté. Euh, Ça se termine par et acheter. Voilà, parce que c'est quoi que tu as acheté? Le pain ici, masculin, du coup. Voilà, bravo. Et tu vois, là maintenant, tu peux le faire 10 fois et à chaque fois, tu vas te poser la question et ça, voilà. Par contre, maintenant, on va inverser. Il est après, donc attention, n'oublie pas qu'après, on n'accorde pas. Tu as acheté du pain. Et On n'accorde pas, d'accord? acheter, Euh, Tu as acheté des voitures. euh, c'est et, Vas-y. et S. Non, tu as Et, acheté des voitures. C'est pas les voitures que tu as achetées. N'oublie pas, il est après. Quand c'est après, tu n'accordes pas. Quand c'est l'auxiliaire avoir. du coup, c'est et. Voilà. Regarde, c'est simple. Tu as, s'il y a quelque chose avant le tu as, tu regardes c'est quoi et tu as un que. Eh ben, boum, tu accordes. Si c'est après, tu n'accordes pas. Je reteste. Regarde, Euh, j'ai mis là, je t'ai mis, tu vois. Tu as acheté des voitures ou des voitures que tu as achetées. Ah oui, j'ai vu, merci. d'accord? Mais n'hésitez pas à poser vos questions, à travailler. Et tu vois, tout de suite, quand dans ces situations-là, il te faut un peu de temps, il faut comprendre, il faut essayer. Tu peux te tromper, c'est pas dramatique. Mais ce qui est important, c'est vraiment de ne pas avoir honte. Le problème, c'est quand on a honte. Quand on a honte, on ne pose pas la question. Ce qu'a dit tout à l'heure Mais en Kamel, plus, j'ai fait une erreur, accueil. tu S'il vois. avait eu quelqu'un qui lui aurait dit, mais non, accueil, t'inquiète pas, c'est A-2-C-U-E-I-L. Ok, mais pourquoi? Parce qu'en fait, si je mettais un E, ça fait Atsei. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, le problème, c'est qu'on ne pose pas de questions. Donc, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Mais avec le mot accueil, comme vous avez dit, c'est E-U-I ou U-E-U, je sais pas quoi. Regarde, je t'explique. Si tu ne mets pas le U, ça fait accueil, A, 2C, E. Donc, ça fait AC. Tu es obligé de mettre le U pour faire accueil. Mais parfois, ça s'écrit avec E-U directement après le N. Le C. Euh, non, Pourquoi j'ai déjà accueillir. vu Attends. c'est écrit Attends, comme attends, si, si, attends, attends, attends. Accueil. Accueil, ça s'écrit comment? Attends, je vais l'écrire correctement. Je vais te En fait, tu l'écrire vois, là, c'est l'erreur que je voyais souvent, moi, à la fin, c'est ça. C'est que j'écrivais comme ça. Bah, D'accord? du coup, moi aussi, je l'écris comme ça. Et tu en l'écris fait, comment? Regarde, je ne sais pas si vous lisez ou pas. Non, on voit pas. Ah mince. si c'est bon, là, Et là, Oui, on voit. regarde, le OK, ça fait A2CU, accueil. L'autre, ça fait Atsuil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. exactement. Non, mais c'est ça, tu as raison, hein, moi, c'était la faute que je faisais pendant très longtemps étant jeune. Mais dès que tu m'as dit que le son, tu as raison. Ça fait Voilà. assez. Je peux même te faire l'étymologie. Étymologie, pour aller plus loin. L'étymologie, c'est l'origine, d'accord? Ah, tu parles. Est-ce que tu... Regarde, le mot accueil vient du latin colligere. C-O-2-L-I-G-E-R-E. Cueillir, C-U-E-I-2-L-I-R, qui en vieux français s'est transformé en aqualir, A-C-O-I-2-L-I-R, qui signifiait réunir, etc. Donc accueil s'écrit bien A-2-C-U-E-I-L. Et tu penses aussi à cueillir, accueillir. Donc il faut juste regarder l'étymologie. Quand tu vas regarder l'étymologie, je dis souvent les mots sont nos amis. Les mots sont nos amis, ça veut dire que en comprenant l'origine d'un mot, tu vas toi comprendre son histoire et le mémoriser. C'est vrai. Chaque histoire, et si vous pouvez inventer vos mémotechniques, c'est que vous allez vous raconter une histoire quand vous regardez l'étymologie, et ça vous permet, vous, de vous souvenir du mot. Mais surtout, le plus important, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Je vous fais un petit exercice très facile. Vous me suivez? Vous avez vos stylos? On va en faire deux.
Le premier, on va faire quelque chose qu'on a fait. Moi, c'est le mot dehors. Des fois, je ne sais même plus comment l'écrire. Dehors, tu l'as bien écrit, hein. D-E-H-O-R. Espace. C'est bon pour vous? Rama? Ah oui, c'est bon. Super. Donc, je relis une dernière fois, puis après, on va le décortiquer, même si on l'a vu et que ça peut vous sembler simple. Donc, c'est le vers qui va vers, le vers vers de verveine. Très bien. Donc, le premier vers, c'est lequel? Le ver de terre. Exactement. Donc, c'est Ver. très bien. Qui va vers, ce deuxième vers, c'est quoi? VERS, Très bien, la direction. Le vers vers, VE2RE et très bien. VEC. D'accord, le récipient et de la couleur. Et de verveine, verveine, c'est une plante. Donc, c'est VERVENE. très bien. Verveine, V-E-R-V-E-I-N-E. Vous voyez, bon, il est simple celui-là, d'accord? Là, je vous ai fait travailler. Vous avez vu, quand je l'ai lu au début, vous avez eu la pression ou pas? Vous le connaissiez? Quand je l'ai lu vite, ça vous a ni chaud ni froid, rien du tout? N'hésitez pas, hein. Bon, là, on va passer au niveau Ah, 2. partagez un petit peu vos commentaires justement au contraire. N'hésitez pas. Non, mais on va passer au niveau 2. Peut-être que c'était facile. Là, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous faire 4 phrases. Volontairement, alors, en général, dans les dictées qu'on me demande le plus souvent, quand je laisse le choix, soit je propose un classique de la littérature, soit je propose la dictée qui rend fou, soit je propose la dictée la plus dure du monde. Très souvent, c'est entre la dictée qui rend fou ou la dictée la plus dure du monde. Donc, comme on a parlé d'homophone, je vais vous faire juste les 3 lignes d'une dictée, mais je vais vous la lire entièrement maintenant. D'accord? Cette dictée, je peux la faire aussi bien avec des adultes que des jeunes. Mais je la fais plutôt avec des adultes parce qu'on travaille sur l'hyperconcentration. D'accord? Première lecture, on écoute simplement. Et nous, on fera 3 lignes. Vous êtes prêts? Alors, n'oubliez pas, quand je lis la première lecture, c'est toujours pour déstabiliser. Après, quand on écrit, c'est plus... Là, vous n'écrivez pas, hein, vous écoutez, hein. Ça vous va? Donc, je vais vous lire ça. Alors, ce qui est important, je vous le précise, cette histoire, elle concerne 2 personnages. Et je suis obligé de vous écrire leur nom pour que vous compreniez. Mademoiselle, ma demoiselle. Est-ce que vous voyez ou pas les personnages? Monsieur la mère et mademoiselle le père. Vous avez vu ou pas? Oui. Ok, très bien. Donc là, je vous ai parlé des 2 personnages principaux. Maintenant, lecture. Ma lecture, première lecture, je dirai lentement les 3 premières lignes quand vous allez le faire, elle va faire en sorte, l'objectif c'est de vous déstabiliser, c'est un jeu. Donc je lis le texte, vous n'écrivez pas. Monsieur la mère a épousé mademoiselle le père. De ce mariage est né un fils aux yeux père. Monsieur est le père, madame est la mère. Les deux font la paire. Le père, quoique père, est resté la mère, mais la mère, avant d'être la mère, était le père. C'est son nom de jeune fille. Le père est donc le père sans être le père, puisqu'il est la mère, et la mère est la mère, bien que né le père. La mère, n'oubliez pas, c'est le nom de famille. Je continue, ça s'accélère. Aucun des deux n'est mère. N'étant ni mère ni mère, le père ne commet donc pas d'impair en signant la mère. Le fils aux yeux père de le père deviendra mère. Il sera le maire, la mère aux yeux père, fils de monsieur la mère son père et de mademoiselle le père sa mère. Le maire du maire meurt et la mère père du maire la perd. Aux obsèques, le père de la père, pardon, aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père, le père vient du bord de mer et marche de pair avec le maire, la mère, son petit-fils. Les amis du maire venus pour la mère cherchent la mère, ne trouvent que le maire et le père de la mère du maire venu de la mer, et chacun s'y perd. Ouais, ils sont Donc noyés dans là, la mer. là, c'est une dictée qui rend fou.
Et quand il faut écrire la dictée, en fait, la difficulté que vous avez, c'est qu'à un moment, on a tellement entendu la mère, le père qu'on ne sait plus. Donc, vous imaginez, on voit bien tout à l'heure, Kamel, je n'ai pas rebondi, mais tu as dit, on me disait de relire. La dictée, c'est quoi? C'est écouter, écrire, se relire. Donc, avant cela, il faut comprendre. Tu as raison. Merci beaucoup. C'est un super partage. C'est vrai Ok. qu'écouter, c'est un facteur énorme et qu'on ne fait pas. Ouais. Donc, voilà. Le, É- Écrire. si vous voulez vous amuser en famille, vous cherchez la dictée qui rend fou, et vous pouvez la faire entre frères et sœurs ou avec les parents. Vous voulez faire les 3 lignes ou pas? Comme vous voulez, hein. On peut vous libérer aussi. Je vois que je crois que c'est Jen qui sourit. Il se dit, c'est bon, j'ai eu ma dose avec le père, la mère, le père et chacun s'y perd et je suis perdu. Je crois qu'au bout de la première ligne, ils vont être perdus. Voilà. Mais c'est C'est important, bien, vous c'est pouvez bien. le faire avec vos parents, vous amuser. Vous tapez sur Internet la dictée qui rend fou et vous voyez, vous avez 2 personnages dont j'ai écrit les noms tout à l'heure et vous pouvez vous amuser. Et c'est la dictée, en fait, ce qui est important, c'est de s'amuser avec. S'amuser avec, c'est vraiment le plus important. Et dites-vous une chose, aujourd'hui, si vous maîtrisez l'orthographe, vous maîtrisez énormément de choses, même si vous allez vers des matières scientifiques, etc. Le langage, c'est la communication. Ok. Bah, je vais vous demander de vous applaudir pour les jeunes là, qui étaient présents parce que Ouais, bravo. bravo, hein, franchement, Bravo, bravo, bravo. bravo. Vous Hein. pouvez Ouais, vous applaudir, bravo, hein. bravo. Vous voulez pas vous applaudir, hein. Alors, Ahmad Merci. avait une question. Oui, Ama. Rachid. Bravo. Moi, cette dictée-là, euh, il y a vraiment des personnes qui l'ont fait? Oui, je la fais souvent. Souvent, les gens regardent volontairement, Rama, je lis très vite la dictée pour mettre la pression et après, on joue le jeu. Mais quand je lis, je découpe le père, je l'explique quand je vais découper, c'est en 2 mots, etc. Donc, je le fais vraiment avec bienveillance. Là, je vous ai fait ça. Pourquoi j'ai lu vite? C'était pour vous déstabiliser, vous dire, et vous voyez, vous avez été captivé parce que vous dites, oh, j'ai rien compris, la perle. Et c'est ça, il est là, le jeu, réside dans ça. Et finalement, c'est vraiment un sujet de compréhension. Et vous voyez, finalement, l'heure qu'on a passée ensemble, c'est une heure où on nous montre bien que la dictée, ça peut être un jeu. Et il suffit vraiment de le prendre comme un jeu et d'essayer de le décliner, que ce soit les parents, que ce soit en famille. On peut vraiment s'amuser. Il faut le faire sur des formats courts, en fait, tout simplement. C'est vrai. Bah, écoute, merci Rachid, merci Je t'en prie, infiniment. merci à vous. Est-ce que vous avez des questions avant de libérer Rachid et puis de vous libérer pour cette soirée? Allez, encore une Bravo. petite minute. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment génial. Mais moi, Merci. tu vois, je me suis remis sur le fait d'écrire. Et pendant longtemps, moi, c'était une peur en l'écriture. Mais ta rencontre, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci, Soukaina, Alicia, Rama. Bon, bah, Merci très à vous. bien. Je Merci à vais tous. Merci. arrêter, hop, l'enregistrement. Euh, Merci à toutes et à tous, hein. Merci infiniment. Et